Tu es assis sur ton balcon, en train de faire des trucs sur ton téléphone, quand soudain, tout ce qui t'entoure se transforme en poussière. Bouche bée, tu poses ton téléphone. Tu vois des voitures, des vélos, des trottoirs, des rues et des feux de signalisation disparaître sous tes yeux. Les gens dans la rue paniquent et courent dans tous les sens. Tu jettes un coup d'œil à ta montre et elle disparaît aussi. Tu te retournes pour regarder ta chambre par la porte du balcon et tu vois que tous tes meubles sont réduits en poussière. Tu regardes la rue et tu ne vois rien d'autre qu'une tempête de poussière. Ta maison se met à trembler, tu descends en courant et tu te tiens au milieu de la route. Tu arrives juste à temps pour voir les bâtiments de ton quartier disparaître. Tu essaies de monter dans ta voiture, mais l'instant d'après, il n'y a plus rien à l'endroit où elle se trouvait une seconde plus tôt. Tu vérifies ton téléphone et tu vois plusieurs notifications concernant la réinitialisation complète du monde. Tout ce que les humains ont jamais créé est en train de disparaître. Tu tiens toujours ton téléphone quand il devient de plus en plus léger, jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. Le même processus se produit partout dans le monde. La Tour Eiffel, les pyramides de Gizeh, l'Empire State Building, ils ont tous disparu. Tu essaies de trouver un endroit où te cacher jusqu'à la fin de ce désastre. 2 ans plus tard, tu te réveilles dans une grotte avec d'autres gens. Tout ce que les humains ont produit au cours des siècles de dur labeur a disparu de la surface de la Terre. Tout ce qui reste derrière est constitué de personnes, d'animaux et de la nature. Ta ville n'est plus qu'une immense plaine de terre stérile avec quelques arbres éparpillés ici et là. Ta communauté est composée de ton ancien barbier, du gérant d'un magasin de BD, du boulanger local, ainsi que de tes voisins et amis. Tu sors de la grotte pour ramasser les cultures que tu as plantées plus tôt dans la saison. Il n'y a pas un seul bâtiment en vue qui pourrait t'obstruer la vue. Tu peux voir les montagnes à des kilomètres. C'est là que se trouvait la ville la plus proche. Et là-bas, c'est l'océan où tu allais faire ton jogging. Le terrain regorge d'animaux sauvages. De nombreux ratons laveurs, blaireaux, opossums et chats sauvages errent dans le voisinage. À côté de ton petit jardin, il y a un grand feu de camp où tu fais cuire de la nourriture et où tu passes les réunions nocturnes. Pas très loin, tu peux voir un puits. Autrefois, il y avait un vieux réseau de canalisation. Mais quand le monde s'est réinitialisé, il a disparu. La seule chose qui est restée sous terre est l'eau que tu utilises maintenant pour boire. Ton agent de police local est le chef de la communauté. Il se tient sur un tronc d'arbre et dit qu'il ne te reste qu'une semaine avant que l'eau ne s'épuise complètement. Tu devras donc déménager vers un autre endroit avec une nouvelle source d'eau. Tu finis ton travail et tu fais une petite sieste car tu es de garde la nuit. Tu marches autour du périmètre, il n'y a plus de pollution lumineuse et les étoiles brillent au-dessus de ta tête. 2 autres personnes patrouillent également dans la zone. Soudain, tu vois quelque chose courir au loin. Tu regardes attentivement et tu aperçois un renard. Il se dirige vers ton poulailler. Tu cours vers l'animal et tu le fais fuir. C'est enfin le jour du déménagement. Tout le monde emballe ses affaires dans des sacs faits de cordes et commence à marcher. Il n'y a qu'un seul cheval pour transporter les provisions et l'eau pour tout le monde. Il faudra environ 1 semaine à pied pour atteindre les lacs. Tu te ferais un chemin dans la plaine qui était autrefois l'autoroute menant à l'état suivant. Il fait une chaleur torride et ton groupe avance très lentement. En chemin, vous croisez d'autres caravanes de nomades qui échangent des marchandises avec vous. La nuit, vous établissez votre camp à côté d'une ancienne station-service. Le bâtiment a disparu, mais les fondations sont toujours là. 1 semaine plus tard, vous arrivez enfin à la montagne près du lac et vous entrez dans la forêt. Vous devez marcher en montant presque tout le long du chemin. Il fait rapidement trop nuit. Tu dois faire un camp sous de vieux arbres. C'est une nuit froide et les membres de ton groupe se rassemblent autour d'un feu de camp. Tu reprends ton service de nuit quand tout le monde s'endort. Tu scrutes la zone et tu entends des grognements. Tu regardes autour de toi et tu aperçois un ours. Tu te baisses et essaies de ne pas faire de bruit. Soudain, tu remarques qu'à côté de toi, il y a un petit ourson. Il renifle curieusement l'air à quelques mètres de toi. La maman ours rugit, appelant son petit. Tu recules lentement. Tout va bien, jusqu'à ce que tu marches accidentellement sur une branche. Le petit commence à gémir, sa mère bondit de derrière les arbres et te repère. La créature massive se dresse sur ses pattes arrière et rugit.
Les gens du camp se réveillent en panique. Tu reviens en courant, l'ours juste derrière toi. Le chef et le reste de la patrouille de nuit parviennent à faire fuir l'animal furieux. Tu as une grande expérience des renards et des ratons laveurs, mais les ours, c'est tout autre chose. Tu réalises que tu n'es plus au sommet de la chaîne alimentaire. Le jour suivant, tu fais preuve d'une extrême prudence. De nombreux animaux sauvages, comme des pumas et des lynx roux, rôdent dans les environs. Tu arrives finalement à l'autre côté de la montagne et tu vois le lac. C'est une grande zone qui était autrefois un lieu de camping public. Maintenant, il y a quelques colonies construites près de l'eau. Ta communauté n'est pas si grande. C'est pourquoi vous vous installez près de la rivière qui sort du lac. Tu construis une hutte à côté de la chute d'eau et tu continues à travailler comme fermier. Tu rencontres des gens étonnants qui viennent d'autres colonies. Ils étaient des scientifiques, des ingénieurs, des musiciens, des médecins. Les scientifiques essaient de trouver un moyen de reconstruire la société en se basant sur la technologie. Mais ça risque de prendre des décennies. Ils ont fait le premier pas en créant un four en argile, des pots et des casseroles. Ils ont également construit un quai sur le lac et des canoës pour la pêche et le transport. Quelques mois passent. Tu as construit un système d'irrigation qui utilise l'eau du lac. Les ingénieurs de la colonie ont même fabriqué un système de canalisation qui fournit de l'eau fraîche à chaque maison. Maintenant, ces spécialistes construisent un petit barrage pour produire de l'électricité. Mais cela pourrait prendre des mois. La colonie s'agrandit de semaine en semaine. De nouvelles cabanes sont construites en permanence. Un charpentier a créé un atelier pour fabriquer des meubles et des outils. Tu n'es plus obligé d'être de garde de nuit et tu peux te concentrer entièrement sur tes cultures. Depuis que tout ce que les humains avaient créé a disparu, les gens sont en bien meilleure santé et plus forts qu'avant. Personne n'est assis dans sa hutte, les yeux rivés sur le téléphone ou l'écran de télévision. Le smog qui recouvrait les villes n'est plus. La vie marine est florissante, il n'y a pas de pollution. Et des arbres poussent maintenant dans des endroits qui étaient autrefois déboisés. Tout le monde se déplace à pied, à cheval ou à dos d'âne. Les gens ont élevé des animaux pour le transport. Il y en a donc beaucoup autour de nous. Et l'économie a changé, chacun offrant son travail en échange de nourriture ou d'autres choses dont il a besoin. Tous les gens doivent contribuer s'ils veulent vivre dans des campements. Il y a quelques nomades qui restent seuls, mais ce n'est pas évident de survivre dans la nature sans aide. C'est pourquoi ces personnes travaillent principalement comme marchands. Ils livrent de la marchandise entre des campements trop éloignés les uns des autres. Pour se divertir, les gens jouent des rôles dans de vieux films classiques devant un public. Quelqu'un a réussi à fabriquer des guitares, des flûtes et des instruments de percussion à partir de rien. Maintenant, tu peux écouter des concerts la nuit. Tu trouves un endroit magnifique pour dessiner, tu utilises de l'encre naturelle et des feuilles à la place du papier. Soudain, tu aperçois quelque chose qui dépasse du sol. Tu le ramasses et tu examines sa forme familière, presque parfaite. Tu te précipites aussitôt vers la hutte pour enlever la saleté. Quelqu'un essaie de vérifier ce que tu fais, mais tu t'assures que personne ne voit ta trouvaille. Enfin, il est propre. Ton soupçon est confirmé. C'est un smartphone. C'est la première preuve du progrès technologique passé qui n'a pas disparu. Tu essaies de le faire fonctionner, et le gadget s'allume bel et bien. Tu lis un message sur le téléphone, et il révèle la vérité qui se cache derrière tout ce qui a été créé par des personnes réduites en poussière. Chaque année, en avril, un groupe de scientifiques observe la faible lueur des astéroïdes qui passent près de notre planète. Une année, ils ont remarqué quelque chose de bizarre qui scintillait dans leur télescope. L'équipe s'attendait à ce que ce soit un énième astéroïde, mais ils ont fini par être très surpris car ce qu'ils ont découvert était une roche spatiale inhabituelle qui n'était pas constituée des minéraux qui composent habituellement les astéroïdes. Elle était faite de silicate, le matériau que l'on trouve principalement sur la Lune. Ils l'ont nommé Kamo'oalewa, un mot hawaïen qui signifie « objet céleste vacillant ». La roche ne correspondait à aucun astéroïde géocroiseur que les scientifiques connaissaient déjà. Au lieu de cela, ce morceau présentait un motif de lumière réfléchie similaire à celui des roches lunaires que les astronautes avaient rapporté des missions de la NASA.
Ce fragment s'est avéré être un quasi-satellite, qui est une sorte d'astéroïde en orbite autour de notre planète et du Soleil. Il tourne autour de la Terre, sur une orbite irrégulière assez inhabituelle. C'est la raison pour laquelle tu ne peux le voir dans le ciel nocturne qu'une fois par an. Le fragment est aussi très timide. Il ne s'approche jamais de notre planète à moins de 14 millions de kilomètres. C'est presque 40 fois plus loin que la Lune. De plus, ce corps spatial se cache souvent dans l'ombre. Les scientifiques ont compris que l'objet ne restera pas longtemps sur cette orbite. Il est probablement arrivé à sa position actuelle il y a environ 500 ans et son orbite va probablement changer au cours des 300 prochaines années. Ce fragment n'est peut-être pas seul là-bas dans l'espace. Il existe au moins 3 autres objets géocroiseurs similaires qui pourraient tous provenir du même endroit. Les chercheurs ne sont pas encore sûrs de la nature de la roche, mais ils pourront en savoir plus sur cet objet spatial inhabituel s'ils envoient un vaisseau spatial pour collecter des échantillons et les rapporter sur Terre. C'est ce que l'agence spatiale chinoise prévoit de faire plus tard dans la décennie. La Lune est apparue au milieu du chaos et il existe plusieurs théories sur la façon dont cela s'est produit. La première affirme que la Lune n'était autrefois qu'un corps errant semblable à un astéroïde. Elle s'est formée quelque part dans notre système solaire. Un jour, elle s'est approchée trop près de la Terre et a été capturée par la gravité de notre planète. La deuxième théorie dit que notre planète tournait si vite qu'une partie du matériel s'est détachée et a commencé à tourner autour d'elle. L'un des plus gros morceaux était la Lune. La troisième théorie affirme que la Lune s'est formée au moment où notre planète traversait son propre processus de formation. Mais aujourd'hui, la théorie la plus largement acceptée est la suivante. Un jour, il y a très très longtemps, mais pas dans une galaxie très très lointaine, la Terre est entrée en collision avec une planète de la taille de Mars. Les débris et les nuages de poussière de la collision se sont rassemblés autour de notre planète et ont commencé à lui tourner autour. Finalement, ce que nous connaissons aujourd'hui comme la Lune s'y est formé. Les missions Apollo ont rapporté plus d'1 tiers de tonnes de sol et de roches de la surface lunaire. Ces roches ont montré que la Lune avait principalement les mêmes matériaux de construction que notre planète. Cela pourrait signifier qu'elles ont une histoire commune. Si la Lune s'était formée ailleurs et avait finalement été capturée par la force gravitationnelle de notre planète, elle aurait une composition différente. De même, si elle avait été créée en même temps que notre planète, ou si elle s'en était détachée, il y aurait les mêmes minéraux sur la Lune et sur la Terre. Mais les minéraux de la Lune contiennent moins d'eau. De plus, le satellite naturel de notre planète est riche en matériaux qui se forment rapidement à haute température. La Lune n'est pas le seul corps spatial du système solaire à avoir un passé mystérieux. Hippocampe est une lune de Neptune découverte en 2013. C'est la plus petite lune de cette géante glacée. Elle ne fait que 30 km de diamètre. Elle est très proche de Protée, la plus grande des lunes intérieures de Neptune. Les scientifiques pensent qu'Hippocampe s'est probablement formé à partir de débris après la collision de Protée avec une comète. Si Hippocampe était entré dans l'orbite de Protée depuis un autre endroit de notre système solaire, la plus grosse lune l'aurait avalé ou aurait fait fuir la petite lune. Mais Protée elle-même ne fait pas partie de la première génération de lunes de Neptune. Elle a été formée à partir des restes du tout premier système de lunes de la planète. Ces premières lunes ont été détruites lorsque Neptune a capturé Triton, actuellement la plus grande de ces lunes. La principale preuve que la collision était probable est le fait que Triton tourne autour de Neptune à l'envers par rapport aux autres lunes qui orbitent autour de la planète. Neptune a capturé Triton depuis la ceinture de Kuiper. C'est une zone remplie d'objets glacés et de débris rocheux qui s'étend au-delà d'Uranus. Cela signifie qu'Hippocampe est une lune de 3e génération. Le Soleil a également eu un passé turbulent. Notre étoile est apparue il y a environ 4,6 milliards d'années. Il est difficile d'étudier ses premiers stades de vie puisque cela s'est produit 50 millions d'années avant la formation de notre planète. Mais récemment, une équipe de chercheurs a découvert des cristaux vieux de plus de 4,5 milliards d'années, cachés profondément dans des météorites. Ils ont révélé certaines choses sur le passé de notre Soleil. Avant la formation des planètes, notre système solaire était composé de l'étoile centrale et d'un disque massif de poussière et de gaz chaud qui tournait autour d'elle. En se refroidissant, la poussière et les gaz se sont transformés en minéraux, dont les cristaux que l'on trouve dans les météorites qui ont atterri sur notre planète. Ces matériaux anciens ont été irradiés, contrairement à certaines substances plus jeunes. Les chercheurs pensent que quelque chose a pu arriver au Soleil après la formation de ces cristaux. Peut-être que l'activité de notre étoile était
alors moins intense. Ou peut-être que, pour une raison inconnue, ces matériaux plus jeunes n'ont pas pu voyager jusqu'aux zones où l'irradiation était possible. Les planètes naines nous donnent un aperçu des plus anciennes années du système solaire. Il y a environ 4 milliards d'années, les forces gravitationnelles de Jupiter, Saturne et Neptune se sont unies. Elles ont projeté des astéroïdes et des comètes à toute vitesse dans le système solaire, les faisant entrer en collision avec différentes planètes. Toutes les planètes naines de la ceinture de Kuiper, par exemple Pluton, Eris, Haumea, Makemake, ont leurs propres lunes qui se sont probablement formées après de puissantes collisions. Des débris glacés sur des orbites similaires à celles d'Haumea, par exemple, peuvent prouver la théorie d'une ancienne collision. Les débris qu'elle a créés n'avaient tout simplement pas assez d'énergie pour flotter loin de la force gravitationnelle de la planète naine. Cérès, une autre planète naine, a des argiles riches en ammoniac à sa surface. L'ammoniac n'est pas stable aux températures qui règnent sur Cérès, mais il y a beaucoup de cette substance dans le système solaire externe. Cela signifie que Cérès s'est probablement formé dans ses parties extérieures et a été projeté vers l'intérieur. Après tout, les géantes gazeuses migraient beaucoup lors des premiers stades du système solaire. Ou bien la planète naine pourrait s'être formée dans une ceinture d'astéroïdes, et l'ammoniac est apparu d'une manière ou d'une autre, mettons après un puissant impact sur la planète naine. Cérès pourrait aider les scientifiques à mieux comprendre les lunes glacées. Le fond des océans sur Terre a une forte concentration de minéraux carbonates et certaines parties de Cérès en ont aussi. Cela signifie que cette planète naine est comme une sorte de monde océanique fossilisé. De nombreuses exoplanètes, un terme utilisé pour les planètes situées en dehors du système solaire, ont également subi des collisions assez intenses à leur début. Ce système à double étoile se trouve à plus de 300 années-lumière de nous et ces étoiles ont au moins 1 milliard d'années. Même s'il n'est pas jeune, ce système montre encore quelques signes de nuages tourbillonnants de débris poussiéreux qui n'ont pas encore refroidi, ce qui n'est pas quelque chose que l'on attendait d'un système stellaire de cet âge. Ces débris sont encore chauds, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir eu une forte collision de 2 planètes ou d'autres corps spatiaux de taille similaire dans cette région, et ce relativement récemment. Les particules de poussière tournent autour d'une jeune étoile. Elles se collent les unes aux autres et grossissent avec le temps, et c'est ainsi que les planètes se forment. Les restes de poussière se dépose souvent dans des régions lointaines et froides. Un exemple dans notre système solaire est la ceinture de Kuiper. Elle est située très loin, au-delà de Neptune. À mesure que les systèmes solaires évoluent, ces particules continuent d'entrer en collision jusqu'à ce qu'elles soient si petites qu'elles finissent par être attirées par les étoiles voisines ou expulsées du système. Uranus tourne de façon penchée si on la compare au reste des planètes de notre système solaire, et la seule explication que nous en ayons est une puissante collision dans le passé, quelque chose de bien plus gros qu'une comète ordinaire ou qu'un autre corps spatial de taille similaire a probablement heurté Uranus et a incliné l'orbite de la planète. C'était probablement une planète de 2 fois la taille de la Terre. Il pourrait s'agir d'une protoplanète, c'est-à-dire un corps spatial composé principalement de glace et de roches qui tourne autour d'une étoile et qui est susceptible de se transformer en planète à un moment donné dans le futur. Quoi qu'il en soit, les retombées de l'impact ont étouffé le noyau d'Uranus. Cela a empêché la chaleur à l'intérieur de la planète de s'échapper. Cela pourrait expliquer pourquoi Uranus a des températures extrêmement froides à sa surface. Alors n'oublie pas ton manteau. La Terre gagne 40 000 tonnes de masse chaque année. De plus en plus de gens qui naissent, de nouveaux bâtiments et structures qui sont construits, on pourrait penser que cela ajoute de la masse, mais non, puisque tout ça est créé à partir de matière qui existe déjà sur la Terre. Il s'agit en fait de poussière tombant de l'espace sur notre planète. Cette poussière est constituée de résidus provenant de notre système solaire, comme des corps spatiaux qui n'ont jamais réussi à se former en planète, ou des astéroïdes et des météores qui se sont désagrégés en chemin et qui dérivent depuis. Notre planète est là comme un aspirateur géant qui attire toutes ces particules de poussière du fait de la gravité. Donc oui, la Terre prend du poids, mais certains calculs affirment aussi que la planète entière, y compris l'atmosphère et les océans, perd environ 50 000 tonnes de masse chaque année. Des gaz comme l'hydrogène et l'hélium se trouvent dans l'atmosphère de notre planète, mais ils sont si légers que la gravité ne peut pas les y retenir. Ainsi, d'énormes quantités de ces gaz s'échappent de notre planète chaque année, à raison de 3 kg d'hydrogène chaque seconde. Cela semble beaucoup, mais la Terre est vraiment lourde, donc il faudrait des milliards d'années pour que tout l'hydrogène s'échappe de notre atmosphère. De plus, le noyau de la planète est comme une sorte de gros réacteur nucléaire. Il fonctionne en permanence, donc il perd progressivement de l'énergie, ce qui signifie qu'il perd aussi de la masse.
Notre planète n'est pas une sphère de forme parfaite, mais plutôt une sphère aplatie. Lorsqu'elle tourne, la gravité est dirigée vers le centre de la Terre, tandis qu'une force centrifuge est dirigée vers l'extérieur. La Terre a un axe incliné, donc la force centrifuge ne s'oppose pas exactement à la gravité. De plus, la gravité pousse ses masses supplémentaires de terre et d'eau à l'équateur en formant un renflement. La Terre a aussi un tour de taille de 40 000 km. Tu pèses davantage au pôle qu'à l'équateur, mais pour perdre du poids, la meilleure option serait Pluton. Une personne de 68 kg y pèserait environ 5 kg. Évite Jupiter, la même personne y pèserait plus de 160 kg. Notre planète est verte et bleue aujourd'hui, mais il y a de fortes chances qu'elle ait été violette autrefois. Les scientifiques pensent que les anciens microbes auraient pu utiliser une autre molécule pour exploiter la lumière du soleil, à la place de la chlorophylle qui donne aux plantes leur couleur verte. Cette molécule a peut-être coloré les organismes vivants dans une teinte plus violette. La Terre est électrique. Un seul coup de foudre peut chauffer l'air à plus de 27 750 degrés Celsius, ce qui provoque une expansion rapide de l'air. Cet air en expansion produit une onde de choc que nous connaissons sous le nom de tonnerre. 6000 éclairs se produisent sur toute la planète chaque minute, et le plus long s'est produit dans le ciel du Brésil avec une longueur de 700 km. Des études plus récentes ont révélé que le noyau de la Terre est aussi chaud que la surface du Soleil, soit plus de 5200 degrés Celsius. L'endroit le plus sec du monde est le désert d'Atacama, à cheval entre le Pérou et le Chili. Le cœur de ce désert abrite des endroits où aucune goutte de pluie n'a jamais été enregistrée. L'endroit le plus froid du monde est naturellement l'Antarctique, où les températures hivernales peuvent descendre jusqu'à moins 73 degrés Celsius. C'est aussi le plus grand désert que nous ayons sur Terre. On imagine souvent les déserts comme des zones infinies, sablonneuses et incroyablement chaudes. Mais il existe aussi des déserts côtiers, subtropicaux et polaires. Ils sont tous caractérisés par des terres arides et balayées par le vent, ce qui les rend très difficiles à peupler pour les animaux et les plantes. L'océan Pacifique est le plus grand bassin océanique de la Terre. Il couvre une énorme superficie de près de 207 millions de kilomètres carrés. Le Pacifique contient plus de la moitié de l'eau de notre planète et il est si grand que tous les continents pourraient y tenir. La Terre avait autrefois 2 lunes, ou du moins c'est ce que croient les scientifiques. La deuxième était presque 3 fois plus petite que celle que nous avons aujourd'hui et a peut-être tourné autour de notre planète avant de s'écraser sur la plus grosse. Cette collision pourrait expliquer pourquoi les deux côtés de la Lune qui a survécu ne sont pas identiques et pourquoi il y a encore des tremblements de Lune. De notre point de vue, elle semble plutôt inactive, mais le sol y tremble absolument, bien que dans une moindre mesure que sur Terre. Les tremblements de Lune se produisent à de grandes profondeurs, surtout à mi-chemin entre le centre lunaire et sa surface. Pour découvrir la plus longue chaîne de montagnes au monde, il faut regarder très bas, sous la surface de l'océan Atlantique. C'est une chaîne de volcans qui s'élève à environ 5500 mètres au-dessus du fond et s'étend sur plus de 65 000 km. Nous avons une planète magnifique, âgée de plus de 4,5 milliards d'années, ce qui signifie qu'elle est 10 000 fois plus vieille que les humains. Mais elle n'est plus tout à fait la même qu'à son origine. Le sol sur lequel nous marchons a été recyclé. La Terre a en effet son propre cycle. Le magma des profondeurs remonte et se durcit pour former la matière rocheuse. Les mouvements tectoniques apportent la roche à la surface où l'érosion se produit. C'est un processus durant lequel le vent, l'eau ou une autre force naturelle brise la roche et la modifie. Ces petits morceaux sont enfouis, amassés et compactés pour former des roches sédimentaires comme le grès. Si ces roches sont enterrées assez profondément, elles sont cuites et transformées en magma et tout le cycle se répète à nouveau. Nous nous sommes habitués à voir de la lave et des cendres sortir des volcans, mais certains d'entre eux produisent même leurs propres éclairs. En 2020, le volcan Taal, qui se trouve à environ 65 km de la capitale des Philippines, Manille, a commencé à projeter de la fumée et des cendres très haut dans les airs. À l'intérieur de sa colonne de cendres, de petits morceaux se sont entrechoqués et ont ensuite produit des éclairs que les gens ont pu voir se répandre dans le ciel. Les lacs peuvent aussi devenir fous et exploser. Nyos, Monoun et Kivu sont 3 lacs qui se trouvent au-dessus de volcans. Comme il y a du magma sous leur surface, du dioxyde de carbone est libéré dans les lacs, ce qui crée une profonde couche de gaz au-dessus du lit du lac. C'est assez rare, mais le dioxyde de carbone peut soudainement faire éruption dans le lac et former un nuage de gaz désagréable, semblable à celui produit par un volcan. 70% de la surface de notre planète est recouverte d'océans, mais nous n'en avons exploré que 5%. Et il y a environ 300 millions d'années, nous n'avions qu'un seul supercontinent massif appelé Pangée.
avec un seul océan énorme, Pantalassa. Étonnamment, les récifs coralliens sont les plus grandes structures vivantes. Ils sont composés de petits polypes coralliens, mais ensemble, ils forment une véritable communauté d'organismes et une partie très importante de l'écosystème de la Terre. Certaines structures coralliennes peuvent même être vues depuis l'espace. La surface de la Terre n'est pas formée de façon tout à fait homogène, ce qui signifie que sa masse est aussi inégalement répartie. Ainsi, le niveau de gravité n'est pas le même à tous les endroits de la Terre. Il y a une mystérieuse anomalie dans la baie d'Hudson, au Canada. La gravité y est plus faible que dans les autres régions environnantes, et les scientifiques pensent que c'est à cause de la fonte des glaciers. Pendant la dernière période glaciaire, cette région était couverte de glace, qui a désormais fondu depuis longtemps. Mais la planète ne s'est pas complètement remise de son fardeau glacé. Sur une zone donnée, la gravité est proportionnelle à sa masse. Or, le glacier a laissé une empreinte qui a repoussé une partie de la masse de la planète, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles la gravité est plus faible dans cette zone. Certains microbes deviennent plus méchants dans l'espace, en l'absence de gravité. Des études ont montré que certaines bactéries, comme la salmonelle, peuvent faire de plus gros dégâts dans l'espace, car il y a quelque chose dans le manque de gravité qui les rend plus résistantes et modifie leur activité. Les vrais films d'horreur dans l'espace devraient donc être basés non pas sur des extraterrestres, mais sur nos bestioles terrestres qui deviennent plus dangereuses sans gravité. Les jours sur Terre s'allongent lentement. Lorsque la planète s'est formée, les jours duraient environ 6 heures, mais ils se sont progressivement allongés. Il y a 620 millions d'années, une journée durait 22 heures. Aujourd'hui, elle dure 24 heures, mais ce chiffre augmente d'environ 1,7 millisecondes par siècle. Cela se produit à cause de la Lune. Elle ralentit la rotation de notre planète à cause des marées qu'elle contribue à créer. Lorsque la Terre tourne, les bourrelets océaniques de marée sont tirés un peu en avant de l'axe Terre-Lune. Cela crée une sorte de force qui ralentit la rotation de notre planète, si bien que nos journées s'allongent, mais tellement lentement que nous devons encore nous en tenir à notre journée de 24 heures pendant très longtemps. Le noyau de la Terre semble certainement très éloigné de nous, mais la distance n'est pas si grande que ça, 3000 km, soit moins que la longueur de la route 66 aux États-Unis. Le plus fort tremblement de terre jamais enregistré s'est produit au Chili avec une magnitude de 9,5. Si un tremblement de terre atteignait un jour une magnitude de 12, il pourrait scinder notre planète en deux. De plus, un tremblement de terre peut se produire à plus de 650 km sous la surface. C'est pourquoi les gens de l'autre côté de la planète peuvent littéralement le sentir. Notre planète compte environ 100 millions de fois plus de virus qu'il n'y a d'étoiles dans l'univers. Les nuages ne sont pas seulement ces choses duveteuses dont nous aimons parfois observer les formes. Ils aident en fait à réguler la température de la Terre. Si nous pouvions extraire toutes les gouttelettes d'eau des nuages et les poser sur la surface, cela couvrirait la planète d'un film liquide aussi épais qu'un cheveu humain. Et pourtant, une si petite quantité d'eau apporte suffisamment de différence en termes de climat. Notre planète serait plus chaude de 1,5 degré Celsius s'il n'y avait pas de nuages.